Voilà, petit portefeuille. À présent, tu peux te balader librement. Sur la branche où les fourmis avaient leur élevage de pucerons, il n'y a plus aucun puceron, il n'y a presque plus de fourmis. Et maintenant il y a une coccinelle. La coccinelle, c'est le prédateur ultime des pucerons. Et donc c'est de elle que les fourmis se méfient. Avec raison là. Elles avaient raison les fourmis de mettre plein de soldats autour des pucerons. Mais ça n'a pas suffi. Les coccinelles ont mangé tous les pucerons. À part là en dessus. Là en dessus il y a encore des branches où les fourmis résistent. Et on voit qu'elles sont très agressives. Il pleut, il faut vite qu'elle se cache sous les feuilles. Vite! Il faut vite que je me cache sous les feuilles! Il pleut! Hein? Les pucerons ont par exemple la coccinelle comme ennemi, comme prédateur. Et la sélection naturelle aurait pu les doter d'une arme pour se défendre des coccinelles. La sélection naturelle a abouti à un autre système, qui est un système de défense externalisé. C'est-à-dire qu'au lieu de produire, au lieu de se développer des armes, les pucerons produisent du sucre en plus grande quantité que nécessaire et le donnent aux fourmis, et les fourmis défendent les pucerons. Et donc les pucerons ont en quelque sorte externalisé les outils de défense. L'outil de défense des pucerons contre les coccinelles, c'est le sucre qu'elles génèrent en plus grand nombre et qu'elles échangent contre de la protection avec les fourmis. La quantité d'énergie que les pucerons mettent à produire plus de sucre est échangé contre la quantité d'énergie que les fourmis mettent à défendre les pucerons. Alors je suis pas sûr que ce soit une symbiose d'un point de vue biologique. Je suis pas biologiste, je sais pas exactement ce que symbiose implique. Mais les deux échangent et interagissent et les deux profitent l'un de l'autre. Ces deux espèces profitent l'une de l'autre. Elles vivent en interaction et donc en symbiose. Et bon là évidemment, on peut penser à toutes les espèces avec lesquelles on vit en symbiose, nous aussi. On voit bien que l'estomac des fourmis qui vont de droite à gauche est bien plus rempli. C'est leur estomac social, il est à l'arrière. Elle stocke la nourriture et elle la ramène au nid. Et donc, ça nous donne la position géographique du nid. On sait que le nid est à gauche là. Toutes celles qui vont vers la gauche retournent au nid. Toutes celles qui vont vers la droite repartent en direction de la source de nourriture. Elles doivent avoir de nombreux élevages de pucerons sur les cimes des arbres. Dans ces petits paniers, il y a un élevage de pucerons. Je suis sous un noisetier. Il y a une prairie juste là en face de moi et je sais que les renards passent là. Je viens de voir un petit renard passer. Alors j'attends qu'il repasse. Il y a un petit chêne là à côté où il y a les fourmis qui montent dessus. Il pleut légèrement. Les fourmis utilisent un petit brin d'herbe comme pont pour aller sur le noisetier. Il commence à pleuvoir vraiment fort. Et mon noisetier me protège pas trop.
ce n'est pas vrai. Je n'ai pas traversé de champs de pissenlit sous la pluie. Non, ce n'est pas vrai. Parce que l'esthétique, c'est souvent des règles primordiales qui, quand elles sont appliquées, font ressortir une esthétique. Encore une fois, si la règle c'est tout doit être le plus efficace possible, eh bien cela va faire ressortir une esthétique au final dans la chose. Soit dans l'action, soit dans le discours, soit dans l'objet. Si la règle c'est l'évocation sincère des sentiments, alors c'est une règle un peu plus floue, mais c'est une règle quand même, eh bien ça va faire ressortir une esthétique. Si la règle c'est faire le plus rapidement des choses les plus similaires possibles, ça va faire ressortir une esthétique. Même si cette esthétique n'a pas de nom, même si on n'a pas de nom officiel qui tamponne les choses, je trouve que c'est important de comprendre le rapport. En fait, l'esthétique permet d'imaginer, de faire une sorte d'ingénierie à l'envers. On voit une esthétique et du coup on peut imaginer les règles qui ont servi à faire que ces choses ont toujours la même esthétique. Si les choses ont une esthétique commune, c'est qu'il y a une règle commune à la base, en amont. En amont de la conception de l'objet ou d'un discours, si ces discours sont similaires, ont des similarités, c'est qu'il y a certainement une règle commune, dans le fond. Bien comprendre ces règles communes, ça permet de vraiment bien comprendre le monde. Ou en tout cas mieux, en tout cas c'est des éléments de compréhension du monde. C'est de l'alière, elle a un fort goût d'ail. Ces plantes-là, c'est des ombellifères. C'est la famille des carottes, on reconnaît les feuilles, on voit, c'est les mêmes feuilles que les carottes. Il y en a beaucoup, elles sont vraiment très proches des carottes. Mais dans cette famille, il y en a aussi une, c'est la ciguë. Et la ciguë, elle est vraiment mortelle, foudroyante. Elle était utilisée à l'époque pour les assassinats. On assassinait à la ciguë. Donc c'est vraiment un poison foudroyant, en quelques minutes il tue. Donc ça fait toujours peur, ces plantes de cette famille. Je sais plus comment on la différencie, je crois qu'elle a plus de poils ou pas de poils du tout, ou quelque chose comme ça, la ciguë. Mais je trouve que c'est une famille de plantes qui fait un peu peur. Parce que parmi elles, bah, il y en a une, elle est vraiment mortelle, elle est foudroyante. Ciguë, la ciguë. C'est vraiment un nom de truc qui tue, la ciguë, je trouve. Il y en a deux ici, dans cette région, qui sont vraiment foudroyantes. Enfin, il y en a plus, mais deux qui sont très très connus pour leur violence extrême pour tuer en quelques minutes. C'est l'aconite tue-loup et la ciguë. En tout cas, c'est les deux qui me viennent en tête, qui sont vraiment des plantes pour assassiner, quoi, des plantes de mort. On arrive dans une période où il y a des zones où il n'y a que des fleurs blanches. Les fleurs jaunes sont en train de partir petit à petit, et dans certaines zones, il n'y a plus que des fleurs blanches. C'est assez étrange, mais ça doit avoir un rapport avec le cycle des insectes. Quel insecte se réveille à quelle période? Je pense qu'on est dans une période où certains insectes qui voient mieux le blanc en contraste avec le vert sortent. Je pense, je suis pas sûr. Ces petites fleurs là, ce sont des aspérules odorantes. Elles sentent très fort une molécule qui s'appelle la coumarine. C'est la molécule qui fait sentir le foin quand on fauche le foin. Mais c'est pas cette plante dans le fond, c'est une autre plante mais qui a aussi de la coumarine à l'intérieur. C'est une des périodes que je préfère dans la nature. Ah, il y a un pigeon ramier qui passe. C'est une des périodes que je préfère dans la nature, c'est quand il commence à y avoir des prairies hautes comme ça. J'adore les prairies.
J'adore l'enchevêtrement de fleurs et d'herbes, de graminées. Voir toutes ces plantes, ça me fait beaucoup penser à de l'architecture en fait. Parce qu'elles ont toutes une structure différente, qui a une cohérence. Une structure en 3 dimensions qui s'articule de manière cohérente et logique. Ça fait vraiment penser à de l'architecture. J'aime beaucoup voir toutes les structures différentes des plantes. Voir comment quel morceau s'attache à quel bout de quelle plante. Et qu'il y ait une récurrence comme ça. Que la structure soit récurrente chez les graminées et que la structure soit récurrente chez les labiers et que la structure ait une récurrence comme ça d'une plante à l'autre. Je trouve que c'est extrêmement beau. J'aurais bien aimé voir mon pays avant la mécanisation de l'agriculture. Parce qu'avant, je pense que beaucoup plus de prairies étaient comme ça, laissées en prairies plus ou moins sauvages. Je pense que toutes ces prairies étaient utilisées pour faire paître les moutons et les vaches. Et beaucoup moins de champs étaient des champs de monoculture. Parce que ça demande beaucoup de travail, le labour et le semage et tout ça. Et donc je pense qu'avant la mécanisation, c'était partout des prairies comme ça, belles. Des prairies semi-sauvages. Ça devait être extrêmement beau, il devait y avoir des bosquets, beaucoup plus de bosquets partout. Maintenant, la plupart du paysage, c'était quand même un espèce de désert de plantes uniques. De loin, c'est beau. Globalement, ça donne une belle image, ces champs. Mais quand on va voir de près, c'est pas aussi vivant que là. C'est mort. De la règle émerge une esthétique. Et de l'esthétique, on peut tirer une règle. Quand je parle d'esthétique, c'est l'ensemble des informations que l'on perçoit d'une chose. Que ce soit par la vue, par l'odorat, par l'ouïe, toutes les informations que l'on perçoit de cette chose forment son esthétique. Dans le cas des plantes, par exemple, et de tous les êtres vivants, on a une esthétique. Et cette esthétique est régie par des règles. Ce sont un ensemble de règles qui ont abouti à ces formes, ces couleurs. Cet ensemble de règles, on peut lui donner un nom. On peut dire, ça c'est la règle de, par exemple, être efficace. Être efficace donne toute une panoplie de choses qui sont liées par cette esthétique commune qui est la règle de base. Si cette fleur est blanche, c'est certainement pour une utilité. C'est certainement pour une efficacité. C'est certainement parce qu'à la période où cette plante pousse, les insectes perçoivent bien le blanc. Ou un certain type d'insecte perçoit le blanc. Ou alors un type d'insecte qui a le temps de polliniser perçoit le blanc. Il y a d'autres fleurs, il y a des fleurs jaunes. Et peut-être que celles-là rentraient en concurrence avec les jaunes. Et est partie sur la voie du blanc pour profiter d'une niche, d'un petit groupe d'insectes qui peut-être, à l'époque, ne butinait pas encore, mais était attiré par le blanc. Et donc, si cette fleur est blanche, si l'on perçoit le blanc de la fleur, c'est car il y a une règle derrière. Et même si on ne maîtrise pas l'intégralité de la règle, à savoir pourquoi est-elle blanche, pourquoi est-elle allongée vers le haut, bon ça c'est pour le soleil, on commence à maîtriser pour les plantes ça. Mais même si on ne perçoit pas les choses, on peut se dire qu'il y a une règle. Il y a une règle, quand on perçoit une cohérence, c'est que derrière il y a des raisons et une construction qui aboutit à cette cohérence. Il y a une beauté dans les choses, dans le rapport entre les choses.
et dans le rapport entre les choses qui sont à côté, et encore celles qui sont à côté, et celles qui sont à côté. Et vu qu'il y a un rapport construit et cohérent entre les choses, eh bien on peut voir une esthétique globale au monde. Je pense qu'on s'ennuie partout, mais ici aussi, moi, souvent, je m'ennuie. Souvent, il se passe rien. Mais je crois que c'est dans notre tête qu'il se passe rien ou qu'il se passe des choses. Parce que des fois, il se met à se passer des choses alors que c'est juste nous qu'on s'est dit qu'il se passait des choses et du coup, on est content, il se passe des choses. Et des fois, il se passe rien parce que dans notre tête, on est... une façon de structurer notre pensée qui fait que... les choses qui se passent, ce sont rien. J'ai pas envie de mentir dans mes vidéos. Mais j'ai pas non plus envie de montrer des trucs où il se passe rien parce que c'est embêtant. Donc je vous le dis, des fois il se passe rien. Mais c'est aussi ça, s'il se passait tout le temps des choses, notre cerveau il s'habituerait et on trouverait de nouveau qu'il se passe rien. C'est pour ça que je pense que c'est à peu près partout qu'il se passe rien et il se passe des choses, puis après il se repasse rien. Bon, peut-être qu'il y a des endroits où il se passe vraiment jamais rien. Mais c'est toujours, il faut un moment où il se passe rien pour qu'après on se dise « Ah, il se passe quelque chose ». Ça permet la contemplation. L'ennui et la contemplation font partie de l'existence. Et moi j'ai envie de vivre pleinement mon existence. Donc de pleinement vivre mon ennui et ma contemplation. Je suis même pas sûr que j'ai envie de vivre pleinement mon existence, je sais pas. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ben oui, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que même s'il n'y a pas grand chose dedans, ben on a envie de vivre ce pas grand chose. Donc finalement, vivre son existence, ça peut être s'ennuyer toute sa vie, mais le faire pleinement. Du bois qui se dégrade. Regardez comme c'est beau, on dirait une paroi rocheuse là. On dirait que c'est de la roche. C'est joli. Ça sent champignon. On peut voir dans tous les êtres vivants une sorte d'esthétique de l'efficacité. Une esthétique qui est la cohérence de tous les êtres vivants. La cohérence que les êtres vivants développent par sélection naturelle pour vivre dans leur environnement, pour amasser de l'énergie, pour survivre, pour se reproduire. Cette cohérence, elle est basée sur des règles fondamentales, qui est par exemple que ce qui n'est pas efficace finit par nuire à la reproductibilité d'une espèce et finit par faire disparaître cette espèce. Et donc, on a dans le vivant une sorte d'esthétique de l'efficacité. Et découlant de là, on peut dire que toutes les esthétiques humaines découlent d'un besoin d'efficacité. Et du coup, c'est intéressant, parce que ça veut dire que toutes les autres esthétiques sont des sous-branches de l'esthétique de l'efficacité. Et là, c'est intéressant parce qu'il me semble que le romantisme rentre en contradiction avec ça. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et peut-être que quelque part, dans l'être humain, il y a un besoin de l'esthétique romantique pour une efficacité. Je ne sais pas laquelle. Un peu comme dormir, on pourrait se dire bah c'est absurde d'un point de vue d'efficacité, c'est pas incroyable. Et pourtant, ça compense une surconsommation d'énergie dans le jour. Enfin, il y a certainement une logique qui fait que dormir, c'est vraiment la solution la plus efficace pour les mammifères, comme nous. Et donc, il est possible que même la mélancolie soit due à la sélection naturelle et que la mélancolie soit une nécessité de la sélection naturelle. Et là, c'est intéressant, parce que j'ai même pas fait exprès d'utiliser ce mot-là maintenant, mais nécessité. D'accord, les êtres vivants se construisent pour une efficacité. Mais qu'en est-il des roches? Qu'en est-il du ciel? Qu'en est-il des étoiles? Qu'en est-il de toutes ces choses qui ne subissent pas la sélection naturelle? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'efficacité? Ils n'ont pas d'objectif fixé à l'intérieur d'eux-mêmes, les cailloux.
Nous, si on peut courir, c'est parce qu'il y a tous ces mécanismes de sélection qui font qu'on doit être efficace pour se reproduire, etc. Et si on prend du recul sur notre vie, de nouveau, on devient comme les cailloux. À quoi ça sert d'être efficace? À quoi sert l'efficacité, globalement? Et là, on se dit, bah, c'est en fait une pure nécessité. C'est-à-dire que si l'on n'était pas efficace, l'on ne serait pas. Donc tout ce qui est, l'est car il a été efficace. Tout ce qui est car il est nécessaire. Car ce qui n'est pas nécessaire n'est pas advenu. Et donc, le monde est une nécessité. Les choses qui sont, le sont par nécessité. Et donc les choses sont nécessaires. Peu importe quelle chose. Et là on rentre, alors c'est là que l'esthétique devient presque métaphysique, l'esthétique rentre dans la métaphysique. Si tout ce qui est parce qu'il devait être, les choses sont une nécessité, eh bien, l'on peut dire, alors le beau, c'est ce qui est. C'est la nécessité. Et donc on obtient une esthétique qui rentre dans des absolus philosophiques un peu embêtants, mais qu'il faut quand même, que je pense qu'on doit dire, enfin on doit... J'aime dire, j'aime penser, même si c'est un absolu gigantesque, c'est est beau ce qui est. Car ce qui est, l'est par nécessité. Car il n'aurait pas pu en être autrement. Et on arrive vers quelque chose qui fait penser aux stoïciens ou à Nietzsche, qui est aime ce qui arrive, aime ce qui est, aime ton destin, amor fati. Eh bien ce monde est une mélodie unique, une mélodie irremplaçable. C'est la mélodie unique, l'irremplaçable. Quelque chose là autour de moi sent comme ma grand-mère. Comme les gâteaux de ma grand-mère, mais je sais pas ce que c'est. Il y a des feuilles de framboise. Mais je pense pas que c'est ça. Il y a des feuilles de fraises. Ça, ce seront des fraises plus tard. Mais je crois pas que c'est ça. Là, c'est les feuilles de framboise. C'est pas ça non plus. Il y a de l'aspérule odorante. Mais c'est pas ça. Peut-être que c'est un mélange. Mais cette plante-là, celle-là, je sais pas ce que c'est, mais celles-là, elles sont fortes, alors c'est peut-être ça. Mais il y a aussi des épines de mélèze cassées ici. Là, il y a de l'oxalis. L'oxalis a un goût très fort, mais une odeur, je ne crois pas. Non. Par contre, elle a un goût acide. Brrr, c'est acide. Mais j'aime bien. C'est un bon goût acide. Mais il y a des odeurs de partout. Tout sent bon. Je sais pas. Il y a plein d'odeurs. Le sol est entièrement colonisé par les fourmis rousses des bois. Et elles sont assez malines, elles empruntent le chemin tracé par les humains. Il doit être plus meuble, non plus plat. Et donc elles sont toutes là sur ce chemin. Mais là, elles sont pas en mode transport, elles sont en mode exploration et recherche de proie. Parce qu'elles forment une sorte de tapis par terre. Donc elles sont toutes en train de rechercher une proie tombée au sol. Un petit insecte un peu faible ou un scarabée qui se balade. Là, c'est typiquement les déchets laissés au sol par un écureuil. Vous voyez, il a rongé les pives de sapin pour accéder aux fruits. Les fruits sont sous chaque petit bouclier comme ça. Il y a un fruit, regardez, ça c'est le fruit.
Là, il y a le fruit du sapin. Sous chacun de ces petits boucliers, il y a un fruit. Et là, ils ont été enlevés par l'écureuil. Elle est folle, cette araignée. Elle est toute jaune, fluo. Elle est sur une plante qui s'appelle la bourrache. La bourrache, c'est ces petites fleurs bleues là. Elle se mange. Je suis un bourgeon de sapin, je mange des bourgeons de sapin, je suis cannibale. Je suis un bourgeon de sapin, je mange des bourgeons de sapin. Je vais retourner voir la petite ruche sauvage qui s'est établie dans le creux d'un arbre. Est-ce qu'elles se sont fait attaquer par les frelons? Est-ce qu'elles sont devenues la plus grosse ruche de toute la terre? Nous allons découvrir cela. En tout cas, il y a encore de l'activité. C'est un rapport avec la vision des insectes, c'est quels insectes sont à quel endroit, non? Ah, bien que ce soit. Parce que la flore, elle sert à attirer les insectes. Évident, Et ouais. s'il y a des fleurs différentes, c'est qu'il y a des visions d'insectes différentes. C'est juste, Je pense. c'est juste. Il y a certaines fleurs qui sont insensibles aux insectes, c'est celles qui sont pollinisées Par le vent. par le vent. Mais en ce cas-là, Elles sont vertes. voilà, ils n'ont aucune raison d'avoir la couleur. Ouais, elles sont vertes celles-là. C'est pas de ce sens. Là, l'odeur, elle commence. L'odeur, moi, ça me fait penser au gâteau de grand-maman ou je sais pas quoi chez grand-maman, mais cette odeur un peu. Tu sens quelque chose? Tu vois, il y a une odeur forte ici. Ouais, alors je crois peut-être, François, parce que l'aspérule, elle était déjà avant. Mais regarde, il y a de la spérule là, mais Ouais. ça sent pas la spérule, ça sent autre Tu vois, chose. ce qu'il y a de différent d'ici par rapport à là-bas, ce qu'il y a de différent, c'est le sapin avec les bourgeons, tout frais. Tu penses que c'est le sapin? C'est possible, hein, encore. Enfin, c'est ce que je vois de différent, là. Mais non, ton odeur de gâteau à grand-maman, je la sens pas. Tu sens pas? Moi, j'avais vu cette plante là, celle-là. Tu la sens maintenant? Ah, ça c'est possible. Mais je comprends pas, c'est peut-être un mélange. Ouais, elles sont bonnes. Tu sens pas une odeur de truc à grand-maman? J'ai senti vaguement, ouais. Après, ce qui est emmerdant, c'est que toi, J'ai tu connais. senti vaguement une odeur un peu de vanille, cannelle, comme ça. Ouais. Genre là qu'il y a plein d'aspérules odorantes. Ah oui, là, ça sent bon, là. Attends. Bah là, ça sent pas l'odeur du chemin. Tu sais Donc comment c'est la ni faire cette sentir, plante. l'aspérule odorante, je t'ai déjà expliqué. Faut la mettre dans la poche. Ouais, tu la mets dans la poche, puis après, une fois qu'elle flétrit dans la poche, tu vois, elle sent rien, comme ça. Oui, elle sent, mais très peu. Puis tu la mets dans la poche, puis après, ça va embaumer, mais depuis ta poche. Ça va tout embaumer. Non, il faut la mettre dans la poche du pantalon. Ah. Il faut qu'il fasse chaud. C'est lié à la chaleur de la cuisse. Ah, dis donc, on a un beau être, François. Regarde, Oui. c'est à nous. Oui, il est à nous là. Ah ben, dis donc. C'est beau ça, regarde notre forêt avec des vieux dinosaures complètement pourris là. C'est beau. Alors, ce que je te disais, François, c'est que c'est pas une fierté d'être propriétaire, c'est pas ça, mais c'est que c'est rigolo. Ben, c'est pas rigolo, mais c'est touchant. Voilà, je sais ton dodo. C'est touchant d'avoir un petit bout. T'as un jardin. Bon, t'as un jardin. Déjà, quand tu le loues, c'est pas la même chose s'il est à toi. Mais là, d'avoir des arbres, une forêt, nous qu'on aime la forêt, je trouve ça magnifique de se dire, depuis je sais pas combien de siècles,
parce que cette forêt, elle est venue par héritage. Ouais. Donc il y a peut-être des siècles et des siècles que ces arbres, c'était des arbres à notre famille. Alors c'est touchant, je trouve. Ouais. Mais je répète, c'est pas le fait d'être propriétaire d'un petit bout de forêt, puisque la forêt, elle vaut rien du tout. Au contraire de rien valoir, encore pire, elle coûte. Donc, en Suisse, un petit bout de forêt comme ça vaut presque rien. Et ça coûte pour déblayer tout ça. Donc, c'est la commune qui le fait, parce que nous, on n'a pas les machines pour. Et puis, on ne paye rien à la commune, mais la commune se sert. Alors, très paradoxal et magnifique quand même, pour parler des forêts. Une forêt, ça vaut rien. Celle-là, elle est taxée 15 000 francs. Encore, c'est rien, cette forêt. Ouais. Alors, on pourrait se dire, mais alors, il faut en acheter une, puis ça vaut rien. Ouais, personne n'en vend. Il n'y a pas une forêt à vendre. Pour quelle raison? C'est que les gens qui ont une forêt, eh bien, sentimentalement, ils y tiennent. Tu vois? Ouais. Ah oui, là, ça sent. Ouais, je sens ce que tu dis. Ça sent comme quand la grand-maman cuisait ses gâteaux. Tu sens? Ouais, je sens, là. Bah, on sait pas ce que c'est du On coup. ne sait pas ce que c'est, du coup. C'est le chèvrefeuille. Ça, c'est le chèvrefeuille des bois, l'Onicera xylosteum. Xylo, ça veut dire des bois. Onicera Non, xylosteum. l'Onicera. L'Onicera xylosteum. L'Onicera, donc il y a le L. L'Onicera, il y a le L. Et puis, ça sent très bon. C'est le chèvrefeuille des bois. Mais là, il sent rien. Il sent rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore les bons insectes. Voilà, je pense. Ou parce qu'il ne fait pas encore assez chaud. Ouais. Il n'a pas encore fermenté. Je sais peut-être, parce qu'en général, il sent, tu passes à côté, ça sent bon. C'est joli comme nom, Onicera xylosteum. L'Onicera xylosteum, ouais. Puis il y a l'Onicera nigra, qui est noir, qui fait deux petites baies collées l'une à l'autre, noires, avec un petit point dessus, puis un petit point sur l'autre baie. Il ne faut pas se gourer. Celui-là, il est vraiment mortel. poison. Je crois qu'il est mortel. Ouais, Et celui-là, aussi hyper toxique, il fait des jolies baies rouges. Ouais. Qu'un gamin peut se dire, des résinettes, tu vois. Ouais. Très dangereux. Bon, il a une fleur, la tête de la fleur, ça fait pas confiance. Hein. C'est vrai, moi, je trouve que c'est une fleur qui... On dirait qu'elle nous dit que c'est pas bon. Ouais, c'est juste. Ouais. Tu vois? Et, ça fait un peu fleur d'aconite ou un truc comme ça. Ouais. Petit, t'as vu, comme c'est joli. Au pied de ce tronc. Les vesses. Non, celui-ci. Ah, le rosier. Ouais. Alors ça, c'est la Rosa canina, la rose des chiens. C'est-à-dire l'églantier. Ça aussi, c'est joli. C'est joli le latin quand on sait ce que ça veut dire, Rosa canina. Et tout. La rose canine. La rose des chiens. Il y a une morille sur le tronc. On passait en voiture et on a vu une morille posée là. Mais je comprends pas trop l'histoire. Il faut être fou pour pas ramasser une morille. Bah surtout la cueillir puis la poser. C'est quelqu'un qui a dû l'oublier. Hein. Ouais. Ou c'est les fourmis qui l'ont apporté là. Il est grande en plus. Ouais. Mais c'est pas très honorable la façon dont on l'a trouvé. Mais ça veut dire qu'il y en a. Ouais. Ah, il y a un rosier, il me pique le cul là. C'est pas un rosier, Ouais. Enfin, c'est un aiglon. Ouais. Non, c'est Rosa canina, donc je crois qu'on a le droit de dire que c'est un rosier. C'est la rose des chiens. Rosa canina, celui-là, il s'appelle. Nous on trouve que des grosses morilles comme ça. Ouais, on trouve que des grosses dans des gros super bizarres.
C'est un étang artificiel qui a été construit, certainement par les propriétaires de la gravière, qui est juste à côté. On voit les bâches qui ont été utilisées pour faire le fond de l'étang. Et les graviers, ils sont tous de la même taille. Du coup, c'est assez difficile pour les êtres vivants de s'y installer. Mais de toute manière, le temps fera son œuvre et les êtres vivants vont s'y installer. Il y a une famille de tritons qui habite dans cette mare. Mais le seul endroit qu'ils ont pour se cacher du soleil, c'est une espèce de grille rouillée et toute petite. Du coup, je vais essayer de trouver une souche d'arbre ou un truc que je peux traîner dans l'eau pour leur faire un abri, parce que je pense que les tritons, ils aiment bien se cacher sous des branches et des choses. Si j'arrive à mettre cet arbre dans l'étang où il y a les tritons, ça leur fera un super abri. Et ça permettra à toutes les algues de s'accrocher. Et donc à l'étang de se coloniser beaucoup plus vite. Voilà, comme cela la vie pourra coloniser bien plus vite cette mare artificielle. Et je pense que les tritons vont bien aimer se cacher sous les branches. C'est une larve de libellule. Elle vit dans l'eau et quand elle est assez grande, elle monte le long d'une plante. Ensuite, elle s'accroche très fort avec ses pattes et là, elle commence à muer. Et ensuite, il y a une libellule qui sort. Elle sort de son premier squelette. Et du coup, elle laisse ça, c'est-à-dire son premier corps, sur la plante. Les mammifères ont tous des similarités, dues à des règles sous-jacentes. Donc on peut parler d'une esthétique des mammifères, même si on ne connaît pas exactement les règles sous-jacentes. Bon, pour les mammifères, on les connaît. Et on peut parler d'une esthétique des êtres vivants, qui ont des choses en commun. D'une esthétique des plantes, qui ont des choses en commun. Et les êtres vivants, tous ensemble, ont quelque chose en commun. Et au final, tout ce qui existe a quelque chose en commun. Même si on ne connaît pas les règles sous-jacentes à l'existence, eh bien, on peut concevoir qu'il y en a. Et donc qu'il y a une esthétique de l'existence. Les règles qui permettent aux cailloux d'exister, ces règles de nécessité, eh bien, elles ont une similarité avec les règles de nécessité de tout ce qui existe, des êtres vivants comme du reste. Ensuite, il y a juste des complexifications, des séparations entre les choses, mais il y a une règle commune à tout ce qui existe. Quand l'homme décide de remettre des règles dans ce qu'il fait, dans ce qu'il crée et ce qu'il construit, de remettre des cohérences, eh bien il refait de l'esthétique. Et c'est là que naît l'esthétique humaine. L'art, c'est l'artisanat ultime qui essaye de concrétiser de manière la plus pure cette esthétique que l'homme recrée. L'on ne perçoit pas nécessairement une esthétique dans du visuel ou dans du son. Ça peut être d'autres choses, d'autres informations. Par exemple, dans les mathématiques, quand on retrouve la suite de Fibonacci à plein d'endroits, elle revient, elle réapparaît dans des domaines où on ne l'attendait pas, eh bien, l'on constate et l'on sent une cohérence globale des règles mathématiques, de par le fait que la suite de Fibonacci revient, le nombre d'or revient, pi revient. Ces récurrences nous laissent percevoir qu'il y a une cohérence entre les choses. Et ça, c'est esthétique. C'est esthétique parce qu'on ressent les règles de base qui régissent les mathématiques. On ressent peut-être, sans même forcément tout comprendre les corrélations, on ressent qu'il y a un lien qui passe par les axiomes, qui passe par les cohérences mathématiques. Et donc, le fait de retrouver la suite de Fibonacci dans plein de choses, dans plein de domaines des mathématiques qui paraissent éloignés, donne aux mathématiques une beauté
une grande beauté, une esthétique profonde, c'est-à-dire des règles sous-jacentes à l'ensemble des mathématiques, qui créent une cohérence mathématique. Le président de la commune de Gimel, il fait 50 mètres de haut. Le président, c'est le nom du plus gros sapin des communes. Chaque Il a commune. une circonférence de 3,90 m, une hauteur de 50 mètres, un volume approximatif de 15 mètres cubes. Et tout ça mesuré en automne 2014. Donc il faut savoir qu'il a encore grandi et grossi depuis. Alors pas grand chose. Tiens, filme-moi avec le président. Tiens, prends un morceau de fromage. D'accord. J'ai rencontré le président. Alors on peut voir la médiocre taille de François sous le président. Ouais. Ah, je fais pas le poids face au président. Bon alors François, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce bel arbre? Bah, il est gros, mais c'est le plus gros de la commune de Gimel. En tout cas le plus beau. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment le plus gros, mais Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nominent le plus beau en fait. je pense qu'il détermine justement par rapport à son fût, comme il est droit, à sa... Ouais. Puis là, il sa fait une grosseur. fourche. En plus il fait une fourche, ouais. C'est assez particulier. Mais pour c'est pour ça que je sais pas pourquoi ils ont choisi un président qui fait une fourche. C'est vrai que d'un point de vue du fût, c'est pas très pratique de faire une fourche. Mais je pense qu'ils l'ont pris comme président, comme tu disais, c'est parce qu'on le voit depuis tout en bas et il dépasse vraiment de tous les autres. Ouais, c'est possible que ce soit celui-là. En tout cas, depuis Bière, il y en a un dans cette direction. Tu vois le Jura et il y en a un, il fait pouf. Il Ouais. ressort. Puis genre à côté, il y a une espèce de foyer qui s'est pété la gueule. C'est assez extraordinaire comme histoire. Ouais. Puis là, bah, il y a les nids de castor. Et les libellules géantes du Jura. Ça, on arrive dans le village des castors troglodytes. Par ça, on dirait un petit village. On dirait un petit village de je sais plus. Un petit village de gnomes. C'est pété, hein. De gnomes du Jura. Et puis en fait, c'est les fourmis qui l'ont pété, t'as vu? Ouais, t'as vu, Regarde, il y a les les fourmis l'ont qui travaillent, coupé. elles l'ont coupé en deux. Elles l'ont coupé. Il y a plein de petites fourmis là qui travaillent. Tu sais, elles l'utilisent vraiment comme une route, quoi. Puis là, elles sont bien, elles ont le tronc du dessus qui les abrite. Elles ont leur petite route là. C'est la nouvelle autoroute fourmis. Ah, elle est tip top, hein. C'est l'autoroute 2014 fourmis. Bon, celui-là, je pense qu'il est pas mort en 2014. À mon avis, ça doit être de cette année quand il y a eu la grosse bise là, il y a quelques jours. Ouais. Parce qu'il a vraiment pas l'air. Ouais, regarde, il y a encore les feuilles et tout. Il est vraiment tombé, Ouais. je pense, ces derniers jours. Parce qu'il s'est brisé. C'est impressionnant comme il a éclaté. Goûter le gruyère au bourgeon de sapin. Et c'est pas mauvais, mais je sais pas quoi en dire. J'aime beaucoup la réflexion esthétique parce qu'étrangement, elle permet d'aller au-delà du beau et du laid. Elle permet de construire ces notions et donc de ne plus s'intéresser à ce qui est beau et ce qui est laid, mais au pourquoi de la construction elle-même, à la chose elle-même.
au sujet esthétique lui-même, et non plus à la notion de valeur qu'on lui donne. Et donc, cela permet d'aller au-delà du laid et du beau, d'aller par-deçà le bien et le mal, le laid et le beau. Comprenez, mes amis, ignorez, construisez, détruisez, donnez la vie, donnez la mort, faites de vous-même un monde si vaste que tout pourra y tenir. La rigueur la plus totale au bras de la plus grande des sensibilités.